Chaque crise crée deux choses, des problèmes et des opportunités. Alors que le monde a lutté ces derniers temps contre le Covid-19 et ses effets dévastateurs sur la vie humaine, l'économie et les entreprises, et surtout les emplois, nous sommes souvent trop distraits par les problèmes pour remarquer les opportunités de croissance qui nous entourent, en particulier sur un marché tel que le marché africain. Étonnamment, en 2020, pendant que certains sont concentrés sur les problèmes, et malgré justement cette pandémie et les fermetures d'entreprises qui en ont résulté, les startups technologiques à travers l'Afrique ont quand même levé plus de 1,3 milliard de dollars auprès d'investisseurs locaux et internationaux. L'Afrique a un potentiel de croissance très important et c'est pourquoi vous devez porter une attention particulière aux opportunités commerciales que je vais partager aujourd'hui. Ce sont les plus grandes opportunités commerciales en Afrique qui définiront probablement le reste de la nouvelle décennie. Certaines des opportunités de celles-ci sont assez familières pour certains, mais certaines vont très probablement même surprendre beaucoup, voire les choquer. Si vous envisagez de démarrer une entreprise ou vous diversifier tout simplement dans une nouvelle entreprise cette année, cette liste détaillée d'opportunités fournit des informations claires pour guider vos prochaines actions. Dans cette vidéo, je vais vous donner des opportunités commerciales essentiellement basées sur des problèmes graves et non résolus, des besoins mal desservis et ignorés, une demande croissante des consommateurs et des changements sur le marché. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis intelligents. Ils vous en remercieront certainement. Bonjour, mon nom est Alex, je suis expert en système de production et en management de la qualité. Ici, je te parle de stratégie business pour t'aider à faire découler ton activité. Si le sujet t'intéresse, alors abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'apparition des prochaines vidéos. Sans plus attendre, on va parler du premier secteur qui est celui des produits alimentaires de marque. Avec plus d'1 milliard de bouches à nourrir, l'alimentation est l'une des plus grandes opportunités commerciales en Afrique. En effet, l'ONU estime que l'agro-industrie sur le continent pourrait valoir 1000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est tout simplement énorme. Mais il y a quelque chose de très étrange dans la façon dont la nourriture est vendue dans de nombreuses régions en Afrique. Pendant la saison des récoltes, la plupart des produits alimentaires sont abondants, frais et bon marché. Et la surabondance de l'offre excédentaire du marché entraîne souvent donc du gaspillage, et beaucoup de gaspillage même en réalité. Mais dans les rayons de nombreux supermarchés locaux et de détaillants internationaux des villes africaines, quelque chose de très différent se produit. Il existe de nombreux produits alimentaires de marque importés d'autres parties du monde, que ce soit les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient ou même l'Asie ou l'Amérique du Sud. Et c'est là que réside en fait l'énigme. Pourquoi un continent qui produit de grandes quantités de nourriture dépense-t-il encore plus de 35 milliards de dollars par an pour importer des aliments en conserve, en sac, en bouteilles et autres formats emballés? Bien qu'il y ait plusieurs raisons à cela, une chose est claire, la chaîne de valeur de l'agro-industrie africaine est trop axée sur la production. Nos agriculteurs, je veux dire, continuent d'essayer de produire, de cultiver de plus en plus. En conséquence, les opportunités d'ajouter réellement la valeur et d'augmenter les marges bénéficiaires grâce à la transformation, l'emballage, à l'image de marque même, et à la commercialisation des aliments locaux sont totalement ignorées. C'est pourquoi la plupart des produits alimentaires africains sont vendus comme des produits de base, tout simplement. Nos agriculteurs produisent des tomates en abondance, mais nous importons et stockons de la pâte de tomate, des purées et du ketchup. Et ce n'est pas normal. Nous exportons des céréales et des fèves de cacao, puis nous importons des céréales pour le petit déjeuner et du chocolat de marque, sous forme de cornflakes peut-être. Actuellement, alors que le continent compte des millions d'agriculteurs, il n'y a qu'une poignée d'entreprises locales en Afrique qui transforment, emballent et marquent des produits alimentaires qui peuvent rivaliser avec les marques internationales dans les rayons de supermarchés. Avec une population de plus d'1 milliard de personnes qui s'urbanisent rapidement et devrait doubler d'ici 2050, les goûts et les préférences du consommateur africain évoluent. En ce qui concerne les aliments, les gens accordent beaucoup plus attention à la qualité, à l'emballage même, à la marque, à la valeur nutritionnelle. Les gens ne veulent plus manger des trucs extrêmement caloriques et aussi à la commodité et la disponibilité tout simplement. Le deuxième secteur aujourd'hui, c'est celui de la cybersécurité. Chaque année, les entreprises africaines perdent plus de 3,5 milliards de dollars à cause de pirates et des failles de cybersécurité. La cybersécurité en Afrique devient de ce fait l'une des principales opportunités commerciales émergentes en Afrique en raison des dommages et des pertes potentielles qui sont en jeu tout simplement. Les particuliers et les organisations de toute taille sont ciblés. Les attaques vont des simples escroqueries par email au vol à grande échelle de données clients, en passant par la fraude
les rançons, l'espionnage, le sabotage d'infrastructures critiques et d'autres activités malveillantes. Et de plus en plus de menaces émergent chaque jour. Même nos États font régulièrement l'objet de cyberpirates. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, jusqu'à 96% des incidents de cybersécurité en Afrique ne sont même pas signalés. Ce qui signifie que les cybermenaces sur le continent sont probablement bien pires que les statistiques officielles. Pire encore, l'Afrique n'a pas assez de spécialistes pour se défendre justement contre ces menaces croissantes, je veux dire. Le continent compte actuellement environ 10 000 professionnels seulement qui sont certifiés en cybersécurité. Les fonds demeurent insuffisants pour apporter une réponse adaptée. En Afrique, 66% des entreprises investissent moins de 200 000 euros par an dans la cybersécurité. 35% des investissements en cybersécurité sont destinés à la sécurité des infrastructures IT et seulement 5% à la sécurité des données. Le secteur de la cybersécurité suppose donc des investissements considérables à la hauteur des défis qu'il représente à la veille de l'ère quantique. En 2021, le marché mondial était évalué à 150 milliards tout simplement. 150 milliards de dollars par le cabinet américain Gartner, je crois. L'Afrique reste un point plus. Le secteur de la cybersécurité sur le continent représentait alors juste 2,3 milliards en 2020. Le troisième secteur, c'est celui de la télémédecine. La pandémie de Covid a prouvé à quel point les systèmes de santé africains sont fragiles. Même si le continent ne représente que 16% de la population mondiale selon l'OMS, l'Afrique supporte 23% de la charge mondiale de morbidité. Pire encore, la prévalence des maladies comme le diabète, le cancer et les maladies cardiaques augmente. L'Afrique ne dispose pas d'assez d'hôpitaux et d'infrastructures de santé adéquats. La fuite des cerveaux, la perte de milliers de médecins, d'infirmiers et d'autres professionnels de la santé en Afrique qui émigrent justement aux États-Unis, au Canada, en Europe ou au Moyen-Orient est un problème beaucoup plus grave. En conséquence, il y a environ un médecin pour 5000 habitants en Afrique subsaharienne, contre quasiment 6 médecins pour 5000 habitants en moyenne, donc dans le monde. Cela signifie que l'Afrique doit optimiser l'utilisation de ses ressources de santé qui sont d'ailleurs limitées. C'est pourquoi la télémédecine, une innovation qui permet justement aux patients d'obtenir des services médicaux à distance sans se rendre à l'hôpital. Cela présente donc des opportunités importantes pour l'Afrique. Une révolution de la télémédecine en Afrique signifie qu'un médecin peut soigner beaucoup plus de patients et que les visites à l'hôpital peuvent être justement réservées aux cas graves qui nécessitent justement des traitements en urgence. Le concept fonctionne et il y a déjà plusieurs success stories. C'est le cas par exemple de Helium Health au Nigeria qui a d'ailleurs levé 10 millions de dollars pour étendre sa présence sur tout le continent. Ou encore de WeCare au Cameroun qui apporte une réelle révolution au système de santé du pays. Le quatrième secteur, c'est celui des sports électroniques et de jeux. Il s'agit d'un marché mondial qui a un potentiel de gain important et rapporte des revenus annuels à 1 milliard de dollars à l'industrie, je vais dire. Et au cours des 5 prochaines années, l'industrie du jeu en Afrique devrait croître de 12% par an. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria sont vraiment en tête du peloton. L'Afrique est la seule région du monde où la population de jeunes est en augmentation. Et d'ici 2050, le nombre d'Africains de moins de 24 ans devrait augmenter de près de 50%. En conséquence, l'Afrique représente un marché clé pour la croissance et l'innovation pour l'industrie mondiale du jeu. C'est pourquoi un nombre croissant d'entrepreneurs encaissent même déjà actuellement. Ils gèrent le gros argent. Alors que l'accès à Internet, l'adoption des smartphones continue d'augmenter sur le marché le plus jeune du monde. La croissance de l'industrie africaine des sports électroniques et des jeux sera intéressante à observer au cours des prochaines années. Ça, je vous le garantis, c'est un marché quasiment vierge et dans lequel nous, Africains, on devrait aussi se lancer. Le cinquième secteur, c'est celui de l'externalisation et de l'exportation. Si la pandémie de coronavirus a appris au monde une chose sur le commerce international, c'est le risque élevé de dépendre uniquement de la Chine, de l'Inde et de l'Asie même globalement. Plusieurs grandes entreprises et de marques mondiales, notamment aux États-Unis, au Canada et en Europe, envisagent sérieusement de diversifier justement leur chaîne d'approvisionnement vers de nouvelles destinations qui seraient en fait plus fiables, même pas plus fiables, mais qui seraient déjà un filet de sécurité à leur production. L'Afrique devrait donc largement bénéficier de ce repositionnement mondial par rapport à la Chine et l'Asie du Sud-Est. L'Afrique est beaucoup plus proche déjà du marché européen si on parle seulement de géographie. De plus, alors que les salaires et le coût de travail augmentent en Asie, l'Afrique représente d'autres avantages stratégiques pour les entreprises mondiales. Le continent dispose d'un bassin de main-d'œuvre jeune et moins cher, en tout cas par rapport à l'Asie.
De nombreuses personnes sur le continent parlent couramment les langues du monde, principalement l'anglais et le français. Et le continent regorge de nombreuses matières premières utilisées dans la fabrication de la production, justement, qui est visée. L'Éthiopie, par exemple, en est un parfait exemple. L'Éthiopie est en passe de devenir la prochaine destination mondiale pour la production de textiles et de vêtements. Un nombre croissant d'usines dans le pays fabriquent désormais des produits pour les grandes marques de mode comme H&M, Levi's, Tommy Hilfiger et tout. L'année dernière, au Ghana, Volkswagen a ouvert sa 5e usine d'assemblage de véhicules en Afrique. Elle possède déjà des usines en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria et au Rwanda. D'autres constructeurs automobiles tels que Nissan, Toyota, Suzuki et Renault prennent des mesures similaires sur le continent. Le changement mondial en cours dans les chaînes d'approvisionnement pourrait influencer de manière significative la demande de produits et services fabriqués en Afrique, au-delà des matières premières qui dominent actuellement les exportations du continent. Le 6e secteur, c'est celui de l'immobilier abordable. L'Afrique est actuellement le continent qui s'urbanise le plus rapidement au monde. Chaque jour en moyenne, 40 000 nouvelles personnes emménagent dans les villes. Ces personnes, dont beaucoup viennent de zones rurales, ont besoin d'un toit au-dessus de la tête, tout simplement. Malheureusement, la plupart d'entre elles se retrouvent dans des bidonvilles, des cabanes et des logements informels parce qu'ils, justement, ne peuvent pas se permettre le coût d'une maison décente dans une grande ville. Alors que le marché immobilier dans les zones urbaines africaines est en plein essor, la majorité des promoteurs immobiliers et des investisseurs se concentrent toujours essentiellement sur le haut de gamme du marché, spécifiquement sur les maisons résidentielles à marge élevée, l'immobilier commercial et industriel, ou même encore, et c'est ce qui est vraiment à la mode, des appartements meublés pour les benguistes. En conséquence, il existe un marché énorme, non desservi et inexploité pour les maisons résidentielles abordables à travers l'Afrique. Au total, la demande non satisfaite de logements abordables en Afrique est estimée à plus de 1000 milliards de dollars. Oui, 1000 milliards de dollars. Donc, il y a énormément d'argent à se faire sur ce segment. Si un marché aussi énorme pour le logement abordable existe sur le continent, mais reste desservi, est-ce qu'il n'est pas en fait un attrape-nigo? Est-ce que c'est lucratif? Eh bien si, c'est vraiment lucratif. C'est juste un segment sur lequel les gros promoteurs ne se positionnent pas. En général, ce sont des particuliers qui détiennent une chambre, un appartement ou même une maison qui mettent en location. Tout ça reste vraiment très informel et ne peut véritablement pas être considéré comme un business. Les marges pour ce type de business sont vraiment faibles. Et pour réellement percevoir quelque chose, il faut scaler ou multiplier son business. Il ne faut pas avoir en fait un appartement, mais plutôt 20, 30, 40 et en faire une activité principale. Seulement comme ça, il est possible de voir tout ce que peut apporter ce business. La demande énorme et croissante de logements, en particulier dans les zones urbaines, signifie que l'immobilier restera l'une des plus grandes opportunités d'investissement et d'affaires en Afrique au cours de cette décennie. Alors que l'immobilier à forte marge est toujours une grande opportunité, les entrepreneurs et les investisseurs qui peuvent desservir le segment justement à volume élevé du marché pourraient être les plus grands gagnants de cette décennie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Comme toujours, mets-moi un pouce bleu si le contenu t'a plu. Abonne-toi également si ce n'est pas encore le cas. Et sur ce, on se dit à très vite.